Bonjour, bonjour. Bonjour, Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? eh bien, je m'appelle Emmanuel Egoumian-Zazig. Je suis candidat aux élections municipales. Oui, le Lamentin, c'est une ville bénite. Alors, on On va est pas directement rester, sur la route de la pluie. voilà, on va pas rester dehors très longtemps. Je vais vous présenter un petit peu le QG de campagne. Alors Pourquoi avez-vous ici, choisi cet emplacement comme QG de campagne? eh bien, le QG de campagne ici, c'est une maison familiale du côté de ma mère. Et c'est une maison dans laquelle également j'ai grandi d'une partie de mon enfance. Donc pour moi, c'est tout un symbole, c'est toute une histoire. Cette maison m'a vu grandir et aujourd'hui, je lui redonne un peu vie euh, pour pouvoir m'accompagner dans ce combat que je vais liguer avec mes amis pour les élections municipales. Donc Voilà. c'était la maison des grands-parents, papy, mamie, Grand-oncle, grand-oncle. grand-oncle, voire même grand-père de ma mère. Donc voilà, une succession comme ça qui s'est faite au sein de la famille Césaire à Berniol. Et donc voilà, donc ici c'était dans mon enfance le salon, la cuisine, et puis derrière vous aviez les chambres. Et puis bon, à l'époque, vous savez, c'était les années 80, donc on dormait voilà, à l'arrière là. On était 4 frères et sœurs. Et on dormait tous dans la même chambre à l'époque. Hein. C'est comme Oui. ça, nous pas morts. Il n'y avait pas d'histoire de chacun sa chambre. Chaque chambre, ça n'existait pas. Donc voilà, donc on a vécu 2 belles années ici. Et on Vous a avez quel déménagé. âge? J'avais 7 ans. Voilà, j'avais 7 ans quand on a quitté ici. Donc on est arrivé à l'âge, je suis arrivé à l'âge de 5 ans jusqu'à 7 ans. Et ici, c'était un petit peu le terrain de jeu. Mon père attachait des animaux là, on allait jouer, il y avait les goyaviers, il y avait tout ça. Et l'avantage de cette maison, c'est qu'on ne pouvait jamais être en retard parce que l'école était juste en face. Donc on attendait la sonnerie avec mes frères et sœurs. Et une fois que ça sonnait, à ce moment-là, on sortait voilà, pour aller à l'école tranquillement. La légende dit que, en général, ceux qui habitent près de l'école sont le plus souvent en En retard. retard? Non, non, ça va. Ma mère était assez stricte là-dessus. Et elle veillait à ce que, voilà, justement, à ce que l'éducation c'était quelque chose d'important pour elle. Donc, elle veillait à ce que l'on soit voilà, à l'heure. Et de toute façon, on ne pouvait pas être en retard puisque ma grand-mère travaillait dans l'école. Donc, on ne pouvait pas faire des bêtises. On ne pouvait pas dire je ne mange pas à la cantine puisque mamie était là et elle surveillait. Donc pas d'échappatoire pour vous. Pas d'échappatoire. Donc, c'était vraiment, mais bon, c'est de bons souvenirs. C'est de très bons souvenirs. Donc vous avez grandi au milieu de vos aînés, on va dire. Oui. Toujours au niveau, juste à côté, j'ai une cousine, voilà. On a toujours baigné dans le cocon familial. Donc aujourd'hui, revenir ici, même pour les oncles, les tantes, etc., pour eux également, voilà, ça ravive des souvenirs de bons moments voilà, passés en famille. Donc vous dites que vous avez passé quelques années ici, après vous êtes parti. Pourquoi? Eh bien, on est arrivé ici en 87, donc on était à Berniol, au niveau du terrain familial Césaire. On est arrivé en 87 ici et on a déménagé ici en septembre 89, le soir du cyclone Hugo. Voilà, on a déménagé, on a été à Desbonnes, là où mes parents sont toujours. C'est le quartier où j'ai donc finalement grandi. Et au lendemain du cyclone Hugo, hein, on l'a tous vu, hein, la Guadeloupe était complètement dévastée. Et même cette maison, du coup, il n'y restait pas grand-chose. Donc on s'est dit finalement, on l'a échappé belle. Mais elle était quand même solide puisqu'elle est toujours là. Donc aujourd'hui... Il fallait rebâtir derrière. Hein. Voilà, il fallait rebâtir. Bon, tout n'était pas détruit. Mais voilà, elle est encore là et elle permet comme ça, comme une succession, une histoire. Et j'espère, peut-être dans quelques années, raconter ça à mes enfants également, leur dire un petit peu l'histoire de cette maison. Et j'espère pouvoir les voir courir dans le fond comme moi. Ça serait pas mal. Est-ce qu'ils sont nature? Parce que Oui. toi, tu as grandi dans un cadre. J'ai grandi là-dedans, mais en fait, les enfants, ils suivent les parents. Si vous ne leur inculquez pas ça, ils n'iront pas. Donc moi, je suis très souvent, voilà, les enfants, c'est la forêt, la montagne, les marches, etc. Et voilà, j'étais en métropole pendant pas mal d'années, donc voilà, les enfants sont nés là-bas et il y avait cette sortie dominicale en forêt qui était limite obligatoire.
Donc, arriver ici, ils sont pas perdus. Bien au contraire, ils aiment bien faire les fous aussi, c'est pas mal. Ça vous rappelle votre Ouais, jeunesse? on a envie de se mettre avec eux des fois quand même. Mais bon, c'est leur époque, elle est différente, mais voilà, nos enfants, ouais, ils ont encore besoin de ça, je pense. Et le Lamentin, en tout cas, s'y prête, parce qu'on est proche de la forêt et voilà, c'est pas mal. C'est On a pas des mal. Faut mettre rivières, fier à ça. relief montagneux. On a tout ce qu'il faut, c'est juste la mer qui manque. Mais voilà, c'est une commune où on peut bien vivre, mais il faut l'entretenir, il faut s'en occuper. Et c'est pour ça que je suis candidat aux élections municipales. Mais avant d'en venir effectivement à cette partie purement Mhm. politique, de vision et de projet, euh, comme je le dis, il faut qu'on découvre quand même les candidats d'une Tout à fait. manière un peu plus personnelle. Mhm. Donc, on a cette maison familiale qui vous sert de QG. Vous grandissez au niveau de la Rosière pendant un Mhm. certain temps. Vous êtes scolarisé Juste en face. juste en face. Ouais. Vous avez Après, l'école. Alors, vous avez la maternelle déjà, qui est juste ici, et vous avez l'école primaire. Et aujourd'hui, tout un symbole, je suis quand même fier. Mon dernier, il est à l'école maternelle, voilà. Juste. pour vous, c'est une réussite. Oui, j'ai C'est boucler la réussi. boucle. J'ai réussi à faire ça, à en faire en sorte qu'il y en ait au moins un qui ait pu aller dans la même école que moi. Et oui, non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc, de temps en temps, je lui raconte des choses. Bon, peut-être qu'il ne comprend pas encore tout. Mais ça fait plaisir de l'observer, de courir dans la même cour où j'étais. Voilà, ça fait du bien. Alors, bon élève, Élève, j'ai envie de dire régulier. Voilà, je n'étais pas parmi les premiers, mais j'ai toujours eu un niveau et je l'ai gardé tout le long de la scolarité. très Voilà, bien. ce qui m'a permis voilà, de faire de bonnes études et d'être là aujourd'hui. Donc, quelles études supérieures? Alors j'ai fait, après le bac, j'ai fait un BTS comptabilité, ensuite j'ai fait une licence, un DCG. On est sur la départementale, hein, il y a du bruit. On Donc est, j'ai fait, on est en plein passage. ça circule, ça circule. Ça circule ici. Donc, j'ai fait un DCG qui mène vers l'expertise comptable. Ensuite, j'ai bifurqué sur deux masters, un master de directeur de cabinet et de études politiques. Voilà. Donc, j'ai été enseignant, j'ai fait de l'expertise comptable, j'ai travaillé également en tant que chef d'entreprise. J'ai fait de l'import-export vers la Chine et la France. Donc voilà, bon, je vous développerai ça tout à l'heure, sans aucun problème. Ah, mais on veut savoir. Enfin, on veut savoir. Vous avez un parcours quand même assez atypique. Vous savez, j'ai une conception de me dire, quand on veut quelque chose, on se donne les moyens. Voilà. Et moi, à partir du moment où je vise quelque chose, eh bien, je fais en sorte de pouvoir l'atteindre. Voilà. C'est ce que j'ai fait même pour mes études. J'avais envie de faire ce type d'études, donc je me suis sacrifié. Et puis voilà. Et donc, c'est ce que j'essaie de transmettre aux jeunes, de leur dire, quand vous avez envie de quelque chose, mettez-vous en tête qu'il y a un temps de sacrifice, et puis il y aura un moment où vous allez savourer. Donc, il y a cette première phase donc, en hexagone. Ouais. Comment ça se passe? Comme toute personne qui quitte la Guadeloupe à 19 ans, on pleure dans l'avion quand on part. Hein. C'est dur. Le premier soir, quand on arrive dans une chambre, chambre étudiante où il n'y a plus personne, il n'y a pas maman, papa, on pleure également. Et puis après, après ça durcit, ça permet d'avoir une maturité également, de s'en aller. Et après, on s'y fait, on s'adapte. On s'adapte et surtout, il faut garder en tête ce qu'on est venu chercher. Voilà. Et moi, là-dessus, j'ai la chance de n'avoir pas dévié. C'est de me dire, j'étais parti pour quelque chose et je ne rentre pas si je n'ai pas cette chose. Voilà. Donc, j'ai fait un peu plus, mais voilà, c'est comme ça. Donc, vous partez à 19 ans, les études, le travail. Combien de temps vous passez en hexagone? Je passe 21 ans en Hexagone. 21 ans. Ouais. Je suis parti le 8 octobre 2003. Vol Corsair SS 927. Et je reviens en Guadeloupe le 8 octobre 2024. Et aux Caraïbes cette fois. Hein. Je fais un peu de pub pour les deux. Hein. Voilà, comme ça, personne n'est fâché. Et oui, voilà, vous savez, il y a les études, on prend un peu d'expérience professionnelle, et puis après, il y a la vie familiale, il y a tout ce qui s'ensuit.
mais j'avais toujours dans un coin de tête de rentrer, voilà, de revenir. C'est ce que je m'étais promis au fond de moi, qu'à un moment donné, je dois redonner à la Guadeloupe ce que j'ai appris ailleurs. Donc, j'avais des opportunités de pouvoir... Je crois que vous nous avez parlé de Chine tout à l'heure. Oui, parce que voilà, j'ai travaillé pendant 12 ans dans l'expertise comptable. Et puis, j'ai eu l'opportunité de racheter une société d'import-export. Donc, j'étais dans la maroquinerie, les valises, les sacs de voyage pour le groupe Auchan. Donc, je fournissais au groupe Auchan sur toute la France, en fait, voilà, leurs marchandises voilà, pour leurs magasins. Et donc, j'étais amené durant 5 ans à faire le va-et-vient entre la Chine et la France pour développer mes produits, proposer des choses. Voilà, ça a été vraiment 5 années magnifiques. Le Covid étant passé par là, malheureusement. Est-ce qu'il y a encore des restes de mandarin? Non, là, tout est perdu, là. Google Translate. À part Ni Hao, tout est parti. Mais non, c'était plutôt en anglais que je discutais à ce moment-là. Et non, ça a été 5 bonnes années, en fait. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de magnifique. Je conseille beaucoup à nos jeunes d'aller vers ça, d'ailleurs, pour se découvrir et pour repousser ses limites. Et après cette expérience, en fait, j'ai été enseignant à l'Académie de Créteil, où j'ai enseigné un peu le management, la comptabilité, la finance. Et j'ai eu une opportunité également de repartir à l'étranger. Mais bon, j'ai envie de dire l'appel de la Guadeloupe était peut-être un peu plus fort et j'ai décidé d'entrer et de m'investir pleinement pour mon pays, pour ma ville. Je suis revenu dans mon quartier, à Desbonnes, parce que pour moi, ça paraissait une évidence. Voilà. Et votre famille vous a suivi pendant tout ce cheminement? Oui, c'est pas toujours évident d'ailleurs. Donc il faut leur dire un grand chapeau à la famille parce que c'est pas toujours évident que. Vous êtes marié déjà? Non, je ne suis pas marié, mais je suis père de 3 enfants. Donc il faut être solide. Il faut être solide pour pouvoir suivre une personne, j'ai envie de dire un peu comme moi, qui a la bougeotte et qui a une conception de se dire on n'a qu'une vie, donc il faut en profiter. Donc je le reconnais. Mais j'ai toujours associé les miens à ce que je fais. Et sur le plan politique pur, par contre, c'est vrai que je suis engagé depuis 2008. J'avais été conseiller municipal d'opposition à Villeneuve-Saint-Georges. D'accord, donc pendant que vous étiez en pendant que j'étais en Hexagone. Hexagone, je me suis engagé en politique en 2008. D'accord. Donc on a première présentation sur une liste, on avait perdu, donc conseiller municipal d'opposition. Et puis on a continué le travail de terrain jusqu'à ce qu'on reporte les élections et que je sois maire adjoint en charge des finances et du développement économique. Et en parallèle, j'étais président d'un syndicat de géothermie sur 2 villes et un hôpital. Donc, ce sont des sujets voilà, importants qui me tiennent à cœur, que je vois en Guadeloupe désormais qu'on en parle de plus en plus. Exact. Je regarde ça avec un peu de curiosité, mais aussi d'inquiétude, la manière dont c'est abordé, parce que c'est une ressource quand même importante pour un territoire. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir quand on s'engage vers ça. Et je trouve que pour l'instant, la direction qui est prise par certains élus qui sont concernés n'est peut-être pas forcément la bonne, parce que c'est une richesse, je ne vais pas dire infinie, mais presque. Donc attention à ce que nous faisons. Avant de signer, regardez ce que vous signez. Voilà. C'est vrai qu'on entend de plus en plus au niveau national parler de géothermie comme étant la production énergétique la plus propre, finalement, et la plus durable, en fait, et la plus stable. Et la plus stable, surtout. Donc c'est le meilleur compromis. Mais effectivement, ici, on est à peut-être une sous-utilisation de cette ressource. Vous qui venez de Villeneuve-Saint-Georges, c'est une ville de combien d'habitants? C'est une ville de 40 000 habitants. 40 000 habitants, la production géothermique permet d'alimenter la ville entière ou juste... Elle permettait d'alimenter la totalité en fait des grands ensembles. Parce que la géothermie, il faut aussi parler rentabilité, il ne faut pas se mentir. Donc, on n'a pas raccordé en fait tout ce qui est pavillon individuel. On a raccordé tous les grands ensembles sur la ville, tout ce qui est équipement public, école, piscine, etc. Et pareil sur la ville voisine qui était Valenton. Et le dernier projet que j'avais enclenché juste avant mon départ, quand j'ai décidé de partir, donc de démissionner, c'était de raccorder l'hôpital, sur lequel on avait un hôpital sur le territoire, donc c'était de raccorder l'hôpital.
Et je pense que le projet, j'espère qu'il a vu le jour depuis. Donc voilà, c'est une source d'énergie renouvelable naturellement, mais il est important de voir quand même son rendement. On ne peut pas faire de la géothermie pour faire de la géothermie. Il faut vraiment avoir une stratégie là-dessus. Et je pense que les projets qui sont en cours sur la Guadeloupe, on minimise un petit peu les enjeux et l'impact. Il faut avoir une vraie stratégie en termes de géothermie. À Villeneuve-Saint-Georges, il y a plus de 20 ans qu'on utilisait la géothermie, donc il y avait déjà ce recul, ce retour d'expérience. Moi, j'ai fait que promouvoir l'expansion de ce réseau pour le tirer au maximum. Là, aujourd'hui, le puits, il est quasiment à 95% de sa capacité. Déjà, il n'y a pas de montagne à Villeneuve-Saint-Georges? Il n'y a pas de montagne, mais nous, on avait l'avantage, c'était d'avoir une espèce de magma en sous-sol, ce qu'on appelle le dogger. Ici, la source géothermique, elle est chauffée grâce au volcan. Nous, c'était la profondeur. Il fallait creuser à plus d'1,5 km. Donc voilà, c'est des techniques, mais comme je vous dis, c'est vraiment une vision. C'est une stratégie, en fait. Et je pense que oui, c'est une source d'énergie qui peut être bénéfique pour la Guadeloupe, pour le développement et surtout pour avoir une certaine autonomie en termes d'énergie. Mais il faut bien le penser, il faut bien le réfléchir et il faut le voir à l'échelle d'un territoire et non pas d'une commune. Voilà, c'est bien pour ça que nous, on l'avait étendu aux communes voisines. Bon, vous avez une certaine expertise en la matière. Est-ce que votre vision sur le développement de la géothermie en Guadeloupe est déjà claire? Oui, je pense que je parlerai le moment venu, si j'ai l'opportunité d'être sollicité sur ça. Le Sud Basse-Terre, oui, pourquoi pas. Mais il y a également une possibilité, je pense, qui serait plutôt intéressante, qui demandera du temps et de l'investissement, bien évidemment. Ce serait sur la zone de Jarry. Donc, ce serait une installation en Sud-Basse-Terre et une installation sur Jarry. Ouais. Et ça viendrait compléter effectivement Bouillante. Voilà. Et vous pouvez qu'on peut approvisionner peut-être les plus de 300 000 foyers guadeloupéens uniquement en géothermie? Non, parce que comme je vous ai dit, tout ce qui est pavillon individuel, l'investissement nécessaire est trop coûteux pour accorder un pavillon. Donc, il faut vraiment le mettre sous des grands ensembles, des hôpitaux, etc. C'est là où ce sera rentable, en fait. D'accord. Et que l'entité qui gère ça, en fait, puisse s'y retrouver. Donc, non seulement il faut penser les équipements, mais il faut penser aussi à la distribution, effectivement, sur le territoire. Sur le territoire. Et donc, vous optez pour un mix énergétique? Il faut un mix énergétique, de toute façon. Quel mix? Et si on peut avoir à peu près les pourcentages du mix qui seraient intéressants? Alors, ce qui serait le plus intéressant, alors j'ai envie de dire, la partie géothermique, il faut l'utiliser à 100%. Et elle doit représenter dans le mixte un minimum de 30% dans le mix énergétique. Et ce n'est qu'à ce moment-là, en fait, que vous pourrez avoir vraiment le bénéfice de cette source. Parce que le tout pétrole, on sait très bien avec ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs avec la guerre, la fluctuation, ça va repartir à la hausse, voilà, la fluctuation du cours du baril, forcément a une conséquence sur la facture du consommateur. En revanche, la géothermie, c'est stable. Vous avez votre coût, voilà, une fois qu'il est défini, voilà. Donc, c'est aussi un gain pour le pouvoir d'achat. On parle de vie chère. Voilà là, en fait, une possibilité pour pouvoir donner aux foyers guadeloupéens un petit peu plus de pouvoir d'achat. Mais il faut le penser, il faut le réfléchir. Pas y aller par à-coup ou par sollicitation d'un groupe ou d'autres choses. Il faut le penser à l'échelle du territoire. Comment on aménage le territoire à travers cette ressource. Très bien. Donc, vous êtes déjà penché au moins sur la question. Et de ce que je comprends, puisque vous étiez adjoint donc à Villeneuve-Saint-Georges, vous êtes nouveau en politique en local, mais vous avez déjà effectivement une expérience dans ce cas. Oui, bien sûr, j'ai une expérience. Mais cette expérience, elle servira forcément. Maintenant, je suis humble. Je suis Parce que effectivement, les réalités de Villeneuve-Saint-Georges ne sont pas les réalités de Guadeloupe. Voilà. Le Lamentin n'est pas Sainte-Rose, n'est pas Petit-Bourg. Donc, il ne faut jamais vouloir se dire je sais faire, je viens faire. Non, moi, je me cale à la réalité du terrain. Je redécouvre aussi mon territoire en profondeur.
Mon expérience est ce qu'elle est, mais j'apprends la réalité du territoire pour apporter une réponse, je pense, plus adaptée en fonction de mon expérience. Puisqu'aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on prend des décisions, mais on ne se projette pas au-delà du mandat. Et donc, de par cette expérience où je sais que certains projets, Blachon, l'usine de Grosse-Montagne, même Ravine-Chaude, ce sont des projets structurants qui demandent une réflexion sur le long terme. Donc, dans ça, oui, mon expérience peut servir. En revanche, pour le quotidien des Lamentinois, il n'y a pas besoin d'expérimenter. Hein. Il faut de la volonté et faire les choses, c'est tout. On vous dit qu'il manque un trottoir dans une section. Faites le trottoir. Il n'y a pas besoin d'avoir été ministre pour comprendre qu'il faut faire un trottoir. Là, il n'y a pas de trottoir. Pas besoin d'avoir été maire adjoint ou autre ailleurs pour comprendre qu'une école, de temps en temps, il faut rénover le mobilier ou alors l'équiper en matériel informatique. Donc voilà. Donc mon expérience me servira pour certaines choses, mais dans le quotidien du travail de maire, je pense qu'il y a avant tout une question de volonté et de vision. Donc après plus de 20 ans passés en dehors de la Guadeloupe et en dehors du Lamentin, est-ce que vous avez toujours une maîtrise, justement, une fine maîtrise de ce territoire? Je n'ai jamais coupé les liens avec mon territoire. Je me suis toujours intéressé à ce qui se passait. Ah ben, il faut nous montrer ça. On va regarder tout à l'heure, je vous montrerai un petit peu la ville. Je vous expliquerai certaines problématiques et surtout les solutions que l'on va proposer durant cette campagne et qui prouveront tout simplement que je ne suis pas le candidat qui disent, j'ai vu même sur une chaîne concurrente, si je puis dire, où on parle de parachutage, etc. Vous êtes parachuté par qui? J'aimerais bien savoir. En tout cas, le parachutage, si c'est un parachutage, atterrissage réussi, je suis bien au Lamentin, d'accord? Je transmets ça au journaliste qui a écrit cet article. Atterrissage réussi, je suis pile poil là où je devais être. Et on verra ça le soir du premier tour, et puis c'est tout. On fait une campagne de terrain, on présente le projet, j'ai une vision. Moi, je suis déterminé en fait à ce que le Lamentin ne reste pas comme ça. Ça, c'est une volonté. Et donc, que l'on me dise que je ne suis pas connu, on verra le soir du premier tour. Si j'ai une voix, ça veut dire qu'il y a comme moi. Mais bon, je pense qu'on fera un peu plus quand même. Je vais vous emmener dans le bourg du Lamentin qui fait partie également d'un objectif. Le bourg de la commune du Lamentin n'a pas bougé d'un iota depuis au moins 20 ans. On va quitter la petite zone qui a été construite il y a peut-être un peu plus de 15 ans maintenant, dans le bourg. Mais je vais vous montrer vraiment le bourg du Lamentin. On a déjà fait pas mal de reportages là-dessus, de vidéos, de propositions. Nous, on veut redynamiser le bourg. D'accord? Vous passez sur toutes les communes de notre agglomération, la CNBT. Je pense que la seule commune qui, à 18 h, il n'y a plus rien, c'est le Lamentin. Il n'y a plus rien, c'est mort. Dès que la boulangerie, elle ferme, vous pouvez être sûr que les seules personnes qui passent, c'est simplement pour pouvoir regagner leur domicile. Là, voilà, il y a eu des jeux qui sont apparus à 15 jours. C'est la première fois, au moins en 15 ans, que les Lamentinois ont vu un petit manège apparaître 3 semaines avant les élections, comme par hasard. Mais on n'a jamais connu ça au sein de... Pour vous, c'est une première? Bien sûr, c'est une première. Interroger les habitants, eux-mêmes vous le diront. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas plus que ça, puisque les gens sont tellement blasés. Et ils voient très bien qu'on se moque d'eux. Ça ne bouge pas, la commune, elle est figée. Regardez ce lieu là sur lequel on arrive. C'est le fameux petit canal du bourg. Il faut avoir une vision, quoi. Vous avez un petit canal comme ça en plein centre. Pourquoi il n'est pas nettoyé? Ils ont appelé après ni moustiques, ni tout bitin en Guadeloupe. Regardez de ce côté-là. C'est quand même pas normal. Regardez-moi ça. Nous, on prévoit d'aménager ça, de nettoyer, de draguer et de mettre un ponton. Ici, on va jusqu'à Blachon. D'accord? Et de l'autre côté, on arrive jusqu'à la cité de Crâne que l'on a vue. Ça permettait de désenclaver la cité et que les habitants également se sentent
un peu plus respectée. Ici, il y avait des entrepôts un peu abandonnés ou alors ça a été racheté. On ne sait pas. Sur ce terrain vague? Sur ce terrain, il y avait un grand entrepôt. Ça a été rasé. Aucun panneau. Qui était maître d'œuvre? Combien ça a coûté? Pour faire quoi? Aucune idée. Et ça, on a cet exemple sur 2-3 sites comme ça, où on voit des choses se faire dans l'opacité la plus totale. On a le cas, vous verrez, un petit peu plus loin sur la Rosière également. Là, on est en train de voir des aménagements qui se font. Et on ne sait pas qui a acquis ces terrains. Donc, Il y a une obligation d'affichage. obligation d'affichage, mais ça n'existe pas au Lamentin. On a le sentiment que c'est un peu ce qui se dit, mais moi je répète pas trop les on dit parce que je reste toujours prudent. Ça se fait entre amis, on leur dit allez portez-moi en Ève. De toute façon, le conseil départemental qui rend compte que j'ai installé et puis bon ben il y a obligé de vendre. Si c'est comme ça qu'on avance dans la commune, bon, on n'ira pas très loin quoi. Et vous avez bien vu, on a déjà traversé le bourg là. Il n'y a pas de commerce. Il n'y a rien, il n'y a pas d'attractivité. On me sort souvent, en gros, comme si, bon, je n'y connais rien, c'est normal, la nationale ne passe pas dans le bourg, donc c'est tout à fait normal que ça soit difficile de développer le bourg. Bah, je réponds simplement, Capesterre, c'est ce qu'on avait dit. On avait crié à la mort pour Capesterre, quand il a fallu dévier la nationale. Le bourg de Capesterre est animé. Donc, la politique, c'est une question de volonté. Quand vous avez envie de faire quelque chose, vous donnez les moyens. Vous donnez les moyens de faire, d'animer votre commune. Vous avez différentes casquettes, conseiller départemental, etc., etc. Vous jouez de tout cela, de votre réseau, dans l'intérêt de la commune. Et je pense qu'aujourd'hui, on avait tous les outils pour pouvoir faire en sorte que cette commune puisse être belle et agréable, accueillante, mais on a loupé un coche. Je ne sais pas pourquoi. Mais il fait quand même bien vivre à Lamentin. Il fait bien vivre à Lamentin parce qu'on est idéalement situé géographiquement. On est à 2 pas de Jarry, on n'est pas loin de la mer du côté de Sainte-Rose. Si on veut aller sur la Grande Terre, on n'est pas loin. Oui, bien sûr, on est bien situé, mais on ne fait que dormir au Lamentin. Voilà, ouais, bon. Il n'y a rien. Voilà. Regardez l'entrée, regardez un peu l'entrée d'un bourg. Est-ce que vous voyez une activité? Là, bon, on arrive à un moment où il y a un événement, voilà, il y a un enterrement, donc voilà, il y a les bouchons. Mais L'enterrement de qui? c'est l'enterrement du père de M. Théobald. Ok. Voilà. Donc on y était hier soir, je suis passé le voir. C'était une figure sur le Lamentin, M. Théobald, originaire du Lamentin, grand cycliste. Le fils a pris la relève. Il fait son travail également au niveau pour le Tour cycliste de la Guadeloupe. Il a quand même bien relevé les choses. Et je pense que vous savez, pour moi, des monuments comme ça, on ne doit pas les mettre en avant après la mort. Ce sont des figures qui ont marqué l'histoire de la commune de la Guadeloupe. C'est de leur vivant qu'il faut reconnaître en fait le travail de ces hommes et de ces femmes qui ont façonné l'histoire sportive de la Guadeloupe. Mais on a du mal avec ça. Donc il va falloir changer cette vision des choses, cette façon de faire. On doit apprendre à se valoriser en Guadeloupe et à valoriser les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes qui ont marqué l'histoire de la Guadeloupe. Voilà, surtout sur le plan sportif. On a un petit problème de reconnaissance? Oui, bien sûr. On est plutôt, excusez-moi, dans le fanchou que dans le côté Michel Fonbitin, nous pas bail force là ou nous pas bail limier là quoi. Mais comment on explique ça? Puisque c'est un constat que tout le monde fait, effectivement, que le fanchou, en gros, prend une trop grosse part, finalement, ici en Guadeloupe. Et pourquoi on n'arrive pas à inverser, justement, cette tendance et se dire qu'il vaut mieux assurer la promotion de ce qui émane de chez nous? Je pense que ça remonte à très loin. Ça doit remonter à très loin. Ce sont des séquelles, peut-être qu'on a encore Ça se soigne.
Ça se soigne. Écoutez, sincèrement, moi, je vais vous dire une chose. Pour pouvoir changer peut-être la Guadeloupe d'une manière générale, cette mentalité que l'on a, il y a un problème générationnel. Un conflit de génération. Ouais. Et je pense que beaucoup doivent peut-être partir ailleurs, voir comment les autres peuples se conduisent entre eux. Et en revenant, peut-être qu'on va prendre conscience que, ouais, on n'est peut-être pas si Guadeloupe c'est en nous que ça. Et se rendre compte que va falloir changer de comportement avant de réellement disparaître. Donc on a, c'est bien que vous en parliez, puisque moi de ce que j'ai constaté, sur le conflit générationnel, c'est un problème de transmission. On a l'impression effectivement que les aînés ne veulent pas forcément laisser la place. Par exemple, sur cette élection municipale, vous avez beaucoup d'aînés, je pense que vous regardez un petit peu les débats, vous avez beaucoup d'aînés, finalement des seniors de la politique, qui parlent de jeunesse, qui parlent des jeunes, qui mettent en avant les jeunes. Oui, on a pris des jeunes sur notre liste, tout ça, mais pas pour qu'ils soient maires, en fait. Et là, certains politiques émergents commencent à en avoir, entre guillemets, un peu marre d'être relégués En second plan, oui. À eux aussi de prendre leurs responsabilités. J'aurais pu faire le choix, par exemple, d'être sur la liste de certains et j'ai été contacté. Mais quand on discute avec eux, c'est quoi le programme? Certains, c'est faut nous voter Moussa là. De son côté à lui, faut empêcher Toribio virer là. Donc, si c'est ça le programme, c'est pas la peine. Ça fait 20 ans qu'au Lamentin, on est dans une espèce de triptyque entre Toribio, Julien, Savoti. Voilà, il est temps que ça s'arrête. Oui, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que la commune n'avance pas. Regardez, je vous donne un exemple ici. Là. On arrive à Blachon. Ouais, là vous allez me dire c'est magnifique. La route elle est propre, elle est bien faite. Ça a été fait il y a peut-être 1 mois, 2 mois je crois. Ben, vous roulez 100, 150 mètres après, ben, on est toujours sur comment dirais-je en fait, les méandres des vestiges d'il y a 20 ans. C'est pas fait. Regardez à côté là. Quand tout le monde a marché là pour aller à l'école, ils cavent pas dans tout là. Regardez les trous, regardez un peu. C'est pas entretenu. Donc. Pour vous, c'est du bouchésier. Mais oui, c'est que ça au Lamentin depuis 3 mois. Est-ce que c'est spécifique au Lamentin? Non. Moi, je prends l'exemple du Lamentin. Très certainement, d'autres le font. Mais moi, je me cantonne à ma commune pour l'instant. Apacon est là pour faire ça. Et nous, c'est ce qu'on s'est dit, c'est l'engagement qu'on a pris auprès de la population. Il faut refaire les routes sur la commune. Ben, on n'a pas d'argent pour refaire toutes les routes, mais on se concentre sur un quartier. Bon, on le termine. Regardez le caniveau entre Zeb, l'eau, on ne sait pas. On a la baie qui est pas très loin, donc on est à un niveau aussi, le quartier est à un niveau quelquefois en dessous de la mer. Donc forcément, départ temps de pluie, c'est inondé. Donc, prenons le temps de faire. Je sais que... Pour vous, il faut prendre le temps de faire et de bien faire. Il faut prendre le temps de bien faire sur les sujets de fond. L'assainissement, les routes, etc. C'est un temps long. Inutile de vouloir faire vite, ça ne fonctionnera pas. D'ailleurs, on le voit, ça ne fonctionne pas. Donc pourquoi s'entêter? Et ce problème générationnel, comme vous dites, moi je le dis à toutes celles et ceux qui ont de ma génération et surtout celles et ceux qui arrivent après, prenez vos responsabilités. Vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Engagez-vous. N'attendez pas qu'on vienne vous chercher ou qu'on fasse à votre place. Faites directement les choses. Moi, sur la liste, on a peut-être 5 ou 6 jeunes qui ont moins de 30 ans. Mais je leur ai dit, je ne suis pas venu vous courtiser, vous mettre sur une liste pour boucher. Le programme jeunesse, je leur confie. Je ne m'en occupe pas. Vous êtes 5-6 sur la liste. Vous allez discuter entre vous. Vous allez désigner, si nous gagnons les élections, et je l'espère, vous allez désigner celle ou celui qui sera l'adjoint à la jeunesse et à l'animation. Et autour, vous êtes conseiller, vous êtes là pour l'épauler.
aujourd'hui, répondre au désir d'un jeune de 19-20 ans, même si je me sens jeune, je fais mon petit footing pour regarder la forme physique avec tout ce que je veux. Mais non, je suis en phase. Il faut être sérieux. Mais non, je suis en phase. Vous dites ça, mais il y en a des 70, 80 ans. Ouais, mais mais non. Vous, faut arrêter ça. Mais oui, il faut arrêter ça. Faut être dans son temps. Voilà, faut être dans son temps. J'ai eu le temps d'être jeune, d'avoir 19-20 ans. J'ai fait ce que j'avais à faire à 19-20 ans. À pas qu'on est là, en 44 ans, en 3 petits moun 4 à charge, parce que voilà, j'ai une belle fille. Quand elle met des mains dans ses bouillons, est en cadavre. Non, mais non. Donc, voilà, ici, vous voyez ce plan d'eau. Baie de Blachon. Hein. Baie de Blachon. La baie de Blachon. Voilà. On est venu ici il y a 4 jours. On a fait un reportage, il y a la cité pas loin, où on montrait un petit peu l'état un petit peu du site. 2 jours après, regardez, ils viennent au fait bitume là. Mais il faut faire des vidéos plus souvent. Mais c'est ce qu'on fait maintenant. Puisque depuis nous passons à côté, 2 jours après, il y a fait. Pareil à Caillou, on est passé sur un terrain. On a montré qu'en fait comment le terrain était abandonné, un terrain de basket, un city stade. Une semaine après, rasé, propre, etc. C'est un qui peigne dans le nez. Mais ils font telles choses tellement vite, regardez, il n'y a même pas de marquage au sol. C'est du boucher-zier, comme vous disiez tout à l'heure. Ici, nous, on prévoit vraiment un vrai projet d'aménagement. Quel est-il? Je veux absolument aménager un petit port de pêche. Pas un grand port de pêche, un petit port de pêche sympathique. Vous avez quelques bateaux qui sont déjà là. De ce côté-là, en fait, faire en sorte qu'il y ait quelques petites activités nautiques légères. Vous savez, il y a une petite base qui est juste là. Mais développer un peu plus d'activités. Pourquoi pas même mettre un club d'aviron, etc. Pensez loin, d'accord? Et dans le prolongement, là, ce sont des terrains vagues qu'il y a derrière. Il y a une cité qui a été construite. Aménager tout ça un parc. Faire en sorte que les habitants, côté résidentiel et la cité, puissent s'approprier le lieu. Il faut ouvrir ça. Ici, ça doit être leur véranda. Mais en un jardin en main, jardin à eux, c'est bel là. Vous voyez, ça ne doit pas être un lieu privé où il y a une barrière ou une cassure. On a déjà un petit restaurant ici, aller discuter avec cette personne pour l'aider, peut-être à améliorer les choses, peut-être en installer 1 ou 2 encore. Mais bientôt, on viendra la voir pour les 50 pas géométriques. Mais les 50 pas géométriques, c'est encore une autre hypocrisie politique. Puisqu'on en voit qui sont encore... Ils jouent en lait de l'eau là, d'un côté. Et ils n'ont pas dit ailleurs. Donc, moi, je veux être un maire qui sache défendre son territoire, mais surtout qui ait une vision de son territoire. Je veux une vision de la commune au-delà de moi-même. C'est-à-dire, même là en pays, mais, parce que même si en mai là, on joue en péqué, mais. Vous ne voulez pas devenir professionnel de la politique? Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. J'ai une conception de la vie qui est de faire. Moi, je saisis les opportunités que j'ai. C'est comme ça que je suis. J'ai une opportunité de faire. C'est quelque chose qui me tient à cœur, que je fonce. C'est comme ça. Moi, je croque la vie. Mais je sais qu'à un moment donné, il faut passer la main. Et aux jeunes sur la liste, je leur ai déjà dit, on gagne, mettez-vous déjà en tête. Vous êtes là pour vous préparer. Je vous prépare à prendre la relève. Moi, j'ai été mis dans le bain associatif, etc., à travers l'association Vidange. On verra ça plus tard. J'aurais souhaité à mon retour, 21 ans après, qu'il y ait d'autres aussi jeunes à l'époque que moi qui aient pris le relais. Ce n'est pas le cas, parce que cette transmission n'a pas été faite. J'ai aussi ma part de responsabilité. On a un problème avec la transmission. Oui, mais moi, je le dis, je prends ma part de responsabilité là-dessus. Pourquoi? Je suis parti 21 ans. Donc forcément, il y a des jeunes à qui je n'ai pas montré la voie. Je suis revenu, je prends mes responsabilités aujourd'hui. Et je leur dis, bon voilà, vous voulez une boussole, vous voulez un tuteur, etc. Je suis prêt à le faire. Mais prenez le chemin. On va faire un petit tour pour un sujet qui me tient à cœur, qui est notre sujet numéro 1. Ce sont les écoles. Voilà, je vais vous parler des écoles. Alors, petite question. Ouais. Combien d'écoles sur le Lamentin? On en a 6. On a Le Bourg,
on a Blachon juste là, La Rosière, Castel, Vincent, enfin si j'allais dire Caillou, mais bon, Caillou en construction. Et Qu'est-ce qu'il y a à redire sur ces équipements municipaux, hein, puisque c'est la équipement. commune qui Ah a oui, bien charge sûr. les écoles Ça, primaires. les écoles primaires, avant un bon nom PV, mettez un tir. On passe aussi un peu mettre ça en compte des campagnes. Hein, C'est bon. Caillou, je crois que ça fait peut-être 5 ans, 6 ans qu'ils ont démarré le chantier. Et je crois que chaque année, ils annoncent depuis 3-4 ans l'ouverture de l'école. Là, il n'y a pas si longtemps, j'ai pu comprendre lors d'une réunion, le maire dire il privilégie plus une transaction plutôt une action en justice. Si on dit ça, c'est qu'il y a un problème. Quel est le problème? Moi, c'est ce que je veux savoir. Est-ce que la société est en difficulté financière? Est-ce que la société est dans l'incapacité technique de finir le chantier? Ou est-ce que y a un problème au niveau du respect des cahiers des charges? Une école, pour avoir cette expérience malheureuse sur la commune où j'étais maire adjoint, une école, il faut compter 5, 6, 7 ans entre le moment où vous décidez ou le moment où le chantier il sort. On doit parler de vision. C'est qu'entre le projet et la livraison, il peut se passer une mandature déjà. Il peut se passer une mandature, mais comment vous dire? On a 2 écoles critiques sur la commune. C'est Vincent et Castel. Les habitants de la cité de Crâne où on passe là actuellement, c'est eux qui prennent l'initiative d'avoir leur jardin partagé, etc. Vous passez, vous regardez, le jardin partagé, il est propre. Mais la partie, j'ai envie de dire, publique, ne serait-ce que les poubelles, c'est limite décharge. Alors on est passé, on a filmé. 3 jours après, ils sont venus, ils ont nettoyé. Donc, on est en train de faire en sorte que, sans être à la mairie, on applique notre programme. Voilà ce qu'on fait en ce moment. Donc le citoyen devrait pouvoir aussi, finalement, avoir ce pouvoir de faire engager certains travaux ou certains aménagements qui seraient propices justement à tous les administrés. Mais c'est pas tout le temps que ça passe. Il y a certaines personnes qui n'osent plus parler de peur aussi d'avoir des problèmes parce qu'une fois qu'on dénonce, on peut être ciblé. On dénonce, on peut être ciblé. Vous savez, dans la vie, il faut avoir du courage. Voilà, oui, des coups, on en prend tous. J'ai envie de dire, la vie, c'est des coups, en fait. Si vous prenez pas de coups dans la vie, ben, pour moi, c'est que vous vivez pas. Voilà, si tout est clean, c'est que vous n'entreprenez rien, vous ne pensez même pas, finalement. Donc, voilà. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Dire ou dénoncer quelque chose qui n'est pas correct et convenable, ce n'est pas forcément être un ennemi. Et c'est ça. Oui, mais ça, il faut l'expliquer aux personnes qui sont interpellées. Là, aujourd'hui, regardez, il n'y a pas de trottoir, des 2 côtés. Si je dis, mais on l'a mis dans notre programme, faire le nécessaire pour qu'il y ait un prolongement de ce trottoir, puisqu'il s'arrête juste là. Est-ce que ça, c'est forcément... je vais devenir l'ennemi du maire en place. Ouais, et c'est fini. Il n'y a plus d'accotement. Il y a des habitants là. L'herbe n'est pas coupée. Ok, ma chance, même ça, c'est son tout là où on précipice. Et il y a des habitants qui sont là. Moi, j'avais des camarades quand on était au collège qui habitaient dans le coin, qui allaient au collège à pied. Donc, ce n'est pas forcément entrer en guerre avec un maire ou une municipalité d'une manière globale que de dire que ça ne va pas ou que ça ne convient pas. Et ça, on doit absolument apprendre ça. Mais c'est pourquoi je reviendrai sur la question générationnelle. Je pense que nous, on a notre perception, en fait, notre génération, et que c'est cette perception aujourd'hui que l'on doit mettre en avant. Il faut que la Guadeloupe évolue
on n'est pas là et puis autour, on s'en occupe pas. Quand il a ni la guerre au bateau, ni la guerre, ni Iran, ni tout ça. Et nous c'est là, nous tranquilles. C'est pas comme ça. Mais là, Trump dit, il y a un projet pour Cuba. Oui, exact. Cuba n'est Après pas... l'Iran, après s'être occupé de l'Iran, Ok. il va s'occuper de Cuba. Cuba, c'est pas en Asie, hein. Tout près de nous, là. Donc, on est là. On se glorifie de nos petits postes en tant qu'élus. Mais on ne se rend pas compte du pouvoir et j'ai envie de dire, de la responsabilité qu'on en a sur ça. Voilà l'école dont je vous parlais, en fait, l'école de Vincent, qui devrait normalement être fermée administrativement parce qu'elle ne répond pas aux normes. Moi, le projet, comme je vous l'ai dit, c'est d'aménager l'autre école. Ça aurait été d'aménager les préfabriqués, de déloger, voilà, de déplacer tous les enfants. Ça aurait duré une année scolaire. Vous mettez des bus de substitution, vous organisez les choses. Le temps de faire les travaux et ensuite de ramener les enfants. Comment on peut dormir tranquille, se dire qu'on est un super bon maire ou tout ce qu'on veut, sachant que les enfants des habitants sont dans un bâtiment qui a un risque, peut-être d'effondrement ou autre, s'il y a une secousse. Je ne sais pas si vous voyez le degré de responsabilité. Quand on est un maire, on a un degré de responsabilité qui est immense. Et prendre un tel risque, faire prendre un tel risque aux enfants en conscience, c'est pas comme si c'était un rapport qui était caché, qu'on ne sait pas. Non, on le sait depuis des années. Pour moi, ça devient assez grave. Là, on arrive sur la zone de Jola. Ici, encore pareil. Au Lamentin, dès qu'il y a des terrains, c'est pour faire des cités. Moi, le développement économique, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On m'a toujours dit, voilà, c'est quand même assez vaste ce qui a été construit. On a la zone de Jola, la zone industrielle de Jola. J'ai travaillé, mon premier emploi, c'était ici, là, à Biométal, en 2001, je crois. J'avais fait un stage, ensuite j'avais fait un petit remplacement. Elle n'a pas bougé, cette zone. Il n'y a jamais une vision économique pour le Lamentin. Parce qu'on m'a toujours dit, oui, il n'y a pas d'emprise foncière pour développer, etc. Mais par contre, ils ont trouvé de l'emprise pour pouvoir mettre des cités. Donc, la même manière que vous avez pu négocier pour récupérer ces terrains, pour faire des cités, on aurait pu se dire, on développe Jola. On sait que Jarry est saturé. Moi, ce qui m'inquiète... Surtout que Jola a été construit par un privé, oui, à la base. À la base. Il a été rétrocédé à la commune. Voilà. Ben, on voit que ça a été rétrocédé. Regardez il suffit de regarder la route. On sait que c'est une communale. Dès que vous regardez l'état des routes, les chaussées, vous savez que c'est communal. Voilà. Donc, Jola aurait dû continuer son expansion. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, vous avez Sainte-Rose qui est juste à côté. Sainte-Rose est en train de développer Montrouge, fortement. Et Sainte-Rose anticipe la déviation. Oui, c'est vrai. Donc, on va regarder encore une fois des camions ou autres passer, aller vers Sainte-Rose, alors qu'on aurait pu dire, non, non les gars, restez là au Lamentin. Alors on me dira, mais ça rapporte plus d'argent. Je dis d'accord, ça rapporte plus d'argent parce que l'argent est transféré, l'impôt va à la CNBT. Mais la CNBT, c'est nous. On siège là. Donc l'argent n'est qu'à rêver d'une certaine manière. Donc, moi, ce dont j'ai peur, c'est ce manque de vision générale, globale, depuis plus de 10 ans sur la commune, eh bien, nous condamne à être une espèce de grande cité dortoir. Regardez un peu les bouchons. La Boucan, ça c'est... Voilà, on est samedi. C'est la Boucan. La déviation. Vous pensez qu'elle sera livrée Je l'espère. en temps et en heure? Pour ces gens-là, ouais, j'espère. Et vous imaginez, on est samedi. D'accord? En semaine, c'est pire. Largement. Si j'étais maire de cette commune-là depuis 10 ans, je peux vous assurer que j'aurais, comme on dit, déroulé au moins à terre pour faire en sorte que ici, là, les emprises foncières dont on pouvait prendre possession, faire le nécessaire pour que les entreprises viennent ici. Quand vous passez 2 heures le matin, 2 heures le soir dans une voiture, rien que pour pouvoir rejoindre Jarry,
je pense que à la longue, même ne serait-ce que sur le point de la santé, vous bouffez votre vie. Donc, moi, je veux cette vision-là. Et je le ferai, je l'ai déjà dit quand je fais mes réunions. Oui, mais pour ce qui est des questions foncières, et justement de ces questions d'emprise foncière, on sait que quand il y a un tracé de route qui doit être réalisé ou un aménagement qui doit être fait, il faut négocier avec les propriétaires justement de ces Des fonciers-là. expropriations, tout à fait. Voilà. Faut pas avoir peur de dire les mots. Voilà, et pratiquer des expropriations qui doivent être négociées, bien sûr, Tout à et fait. techniquement à l'avantage justement des anciens propriétaires. Mais je ne sais pas si vous avez un petit peu une idée des offres qui sont faites, mais est-ce qu'elles sont suffisamment intéressantes et significatives pour accélérer les démarches? Parce qu'on me disait que c'est ça finalement qui retardait le chantier, que la Boucan, par exemple, la déviation n'avait pas été faite parce qu'ils n'arrivaient pas à récupérer des terrains sur les agriculteurs, par exemple. La politique, c'est de la cohérence également. Vous ne pouvez pas déloger un agriculteur. Surtout, je peux en parler un petit peu. Je suis directeur financier de la Chambre d'agriculture. On connaît le tissu économique en Guadeloupe et notamment au niveau des agriculteurs. Vous ne pouvez pas déloger un agriculteur sur des terres qu'il exploite et que vous soyez dans l'incapacité de lui proposer au moins la même superficie. L'agriculteur, je suis convaincu, c'est pas une question d'argent pour lui. Lui, ce qu'il veut, c'est continuer son activité. Vous déplacez une entreprise, le chef d'entreprise, il vous dira, ok, d'accord, pas de souci, mais bon, moi, mon entreprise, je veux pouvoir l'installer ailleurs. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut une réflexion et une vision dans sa globalité. Vous ne pouvez pas demander à une personne d'écraser une maison toute une vie et qu'elle soit dans l'incapacité de se loger. On a vécu ça à Villeneuve-Saint-Georges. On a tout un quartier, c'est toujours en cours, j'y suis plus. Mais l'État avait décidé de faire de tout un quartier que ça devienne une zone d'extension de crue. 300 personnes à déloger. La problématique a été effectivement l'argent. Parce que vous avez des gens qui avaient des belles bâtisses. Ils vous disent, OK, ma maison, elle vaut 500, 600, 700 000 euros. Mais vous me proposez 400 000. Je ne peux même pas racheter une maison à 5 km de là où je suis, mes repères, ma famille, etc. Il y a une logique derrière. Il y a une histoire, en fait, dans une maison. C'est pas simplement de dire, mais c'est une gros case. Il y a une histoire, vous avez vu vos enfants naître, grandir. Ouais, il y a des choses, en fait. Il y a beaucoup de l'émotion dans ça. C'est ici que j'ai, en quelque sorte, avec les amis, fait les premiers coups de crampon. J'avais 18-19 ans où je me suis retrouvé en fait à être trésorier de l'association de vidange. Donc on organisait ici des petits tournois de foot. C'était le lieu de rencontre en fait. Là, on est samedi, normalement, t'es honeymoon, ce terrain-là, quoi. Bon, ce terrain-là, bon, Voilà. c'est des mini-cages, donc c'est... C'était des grandes cages. On voit encore un petit bout de ce côté-là. Là aussi, un poteau de ce qui reste. Mais c'était un vrai... Voilà, il y avait vraiment les cages. On avait une grosse problématique à l'époque, c'était l'électricité. Parce qu'ils n'ont jamais mis l'électricité. Et puis après, finalement, ils avaient trouvé un système un peu branché par là, etc. pour qu'on puisse avoir un peu de lumière pour jouer le soir. Et c'était juste avant les élections, je crois, de 2001. Voilà, qu'ils avaient trouvé cette solution. Et on avait œuvré avec mes amis durant cette association pendant 2 ans, juste avant que je parte en métropole. Et on avait réussi à faire construire le local qui est juste là. On avait monté notre dossier, on organisait des tournois au mois de novembre et au mois de mai également. On faisait un tournoi ici avec les différents clubs de quartier du Lamentin et également le RSMA à l'époque. On disait pas encore RSMA, mais c'était camp militaire là. Ils venaient également, il y avait vraiment du monde qui venait ici. C'était vivant. On avait même organisé un carnaval ici, etc. On faisait vraiment des choses pour animer le quartier, en fait. Et c'est pour moi, j'ai envie de dire, qu'ici, que tout a commencé en termes d'engagement public, associatif. Vidange, pour moi, voilà, c'était vraiment le point de départ
de mon combat pour les autres. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Et pourquoi cette envie de se battre pour les autres? Parce que vous êtes jeune aussi, Oui, vous avez votre vie à faire. vous savez, oui, j'ai ma vie à faire, je la fais, hein, de toute façon. Mais je pars d'un constat que si on était tous si heureux que ça derrière notre maison avec notre grande barrière, on n'aurait pas peur de laisser nos enfants aller jouer comme nous à l'époque. Nous, on partait, les parents ne savaient même pas où on était. Pour entrer là au fin ou là où il y a fait tourner. Aujourd'hui, on a même peur que l'enfant soit juste devant la maison, etc. Donc, si on était si heureux que ça avec notre matériel, je pense qu'on ne vivrait pas tous barricadés. Voilà, on a perdu, la Guadeloupe a perdu de sa substance, je pense. Il n'est pas trop tard. Moi, j'en suis convaincu. On peut revenir à quelque chose. Ça ne sera jamais comme avant, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on peut revenir à une forme un peu plus de fraternité, on fait plus attention à l'autre. On essaie d'avancer en cohésion, ensemble. Voilà. Oui, mais comment en arriver à ça si les nouvelles générations n'ont pas ce genre de modèle? D'où le sacrifice dont je parlais tout à l'heure. Moi, je me dis, voilà, on est une génération où on doit se sacrifier. On doit se sacrifier avec les membres. Voilà, la plupart des amis, on a le même âge sur la liste. Et je leur dis toujours ça. Mettez-vous en tête, on se sacrifie. Et je suis convaincu que ce sacrifice-là, il ne restera pas vain. Parce que nos enfants, eux, ils verront comment on fonctionne. Et c'est à ce moment-là qu'on va peut-être réenclencher les choses. Voilà, il faut y croire. Moi, j'y crois en tout cas. Je peux me tromper, mais en tout cas, j'y crois, je fais. À la fin, on verra. Mais en tout cas, je me donne les moyens et je ne suis pas du genre à me dire antédote. Faut moins t'es. Si un t'es, ça. Non. On y va. Le slogan, comme je le dis toujours, durant la campagne, on y va à fond. Et dans la dernière ligne droite, on accélère. Voilà. Et donc... Et là, on a le mauvais temps. Ouais, on a le mauvais temps. Le Lamentin a la particularité d'être sur la route de la pluie. Hein. Tout à fait. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir une très belle commune. Regardez la montagne. C'est la verdure, en fait. C'est une commune très verte. C'est une commune qui est très verte. Et justement, on n'exploite pas suffisamment ça. Et exploiter ne veut pas dire forcément un tourisme à tout va. Mais rendre accessible à tous ces beaux lieux, faire des tracés, etc. Un peu comme pour les chutes du Carbet. On a des atouts, on a de belles chutes au Lamentin. Mais vous avez Ravine Chaude aussi au Lamentin. On a Ravine Chaude qui est juste à proximité. Mais Ravine Chaude aujourd'hui, tel que conçu, ne peut plus attirer comme avant. Entre guillemets, tout le monde est en piscine à gaz est là. Donc, Ravine Chaude, simple piscine, ça ne pourra pas fonctionner. Il faut avoir des activités connexes, annexes, complémentaires pour qu'on puisse faire en sorte de dynamiser le site. Donc, on va sortir en bas la piscine. Alors, on va se mettre à l'abri. On arrive sur un site touristique, en quelque sorte, c'est ce qu'ils disent. Là. Oui, mais il y a une espèce de problématique sur Ravine Chaude qui est l'ouverture. On a eu... c'est un équipement qui date de quand déjà? Alors, dans les années 80. C'est les années 80-90. Dans les années 80. C'était comment on dit le Lamentin dans le jargon, le père Toribio. Après, la structure est restée fermée Après, elle a été fermée pendant pas mal d'années. Même plus. Elle a été réouverte, elle a été refermée, et puis il n'y a pas si longtemps, elle a été réouverte. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez ça. Regardez comme c'est dangereux un peu. Ah ouais? Vous voyez le poteau un peu? Un poteau qui flotte. Qui flotte. Qui flotte dans les airs. Dans les airs. Il y a un qui l'a mangé en vidéo. Ça va gêner bon monde. Regardez-moi l'accès à la rivière. Regardez le bois depuis la dernière. Vous pensez qu'il faut refaire le pont? Il faut refaire le pont. Il y avait un autre pont. Ici, là, à la base que vous voyez, c'était l'autre pont qui passait au-dessus. Hein. Il faut... Vous voulez faire de ce lieu un site touristique, l'image de la ville. On pense Lamentin, on dit Ravine Chaude. Avant, on disait Grosse Montagne. C'est l'usine de Grosse Montagne, voilà. On pense Ravine Chaude. Regardez l'entrée. L'entrée pour arriver à Ravine Chaude. Pas bon.
On voit même pas les lampadaires. Ni lampadaires en bas, ces pieds-bois là. On va même pas voir yo. Donc, vous voulez faire de ce lieu un lieu emblématique. Non. Non, ça n'a pas de gueule, on dit monde là. Regardez, on est samedi. Combien de voitures là? Amenez 10 voitures. Pour vous, ça devrait être plat. Bien sûr. Regardez la bruit. Ah, ça y est, ils ont un peu nettoyé parce qu'on l'a filmé il n'y a pas longtemps. Donc, ravine chaude telle qu'elle, ça n'a pas de sens. On va passer derrière, vous allez voir le site, regardez le site, comment il est. Qu'est-ce qui manque à l'équipement, selon vous, pour qu'il plaise et qu'il soit plus attractif? De l'activité. Plus d'activités, donc des activités connexes un peu, Oui, des jeux, des choses comme ça? Il faut des jeux, il faut des toboggans, il faut pouvoir développer tout ce qui est massage, bien-être, etc. C'est ça qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir faire en sorte que cet équipement attire du monde, devienne vraiment un site touristique. À rester tel quel, 2 bassins où vous voyez, voilà, les gens prennent des cours de natation. C'est pas ça qui va faire en sorte que ce lieu puisse rapporter suffisamment de recettes pour se dire que oui, c'est un équipement que l'on doit garder. Et aujourd'hui, personne ne connaît le montage financier qui a été fait pour pouvoir réouvrir au Ravine Chaude. Donc je sais que ça a été fait. Il y a un flou là-dessus. Il y a un flou. Je sais que ça a été fait à travers une société avec la ville de Cap-Esther avec laquelle on est jumelé. Mais qui a mis quoi? Combien? On est à 50-50, pas 50-50. On ne sait pas. Et donc c'est pourquoi durant cette campagne, je crois que je suis l'un des rares candidats à ne pas vraiment parler de Ravine Chaude. J'ai mon idée pour Ravine Chaude. Globalement, ce n'est pas du copier-coller que je veux faire. Si Ravine Chaude pouvait être une espèce de mini center park, je pense que ça aurait de la gueule. À proximité comme ça de la montagne. Un espèce de parc d'attractions aquatique, quoi. Oui, aquatique, mais résolument tourné sur la nature. On est en pleine nature. Le site est beau. Mais bien sûr, dire, le site est en pleine verdure. Il est en pleine verdure, il est idéalement placé. Donc, quoi de mieux que d'avoir des activités là sous le fond. Ensuite, on peut partir faire des balades en forêt, balades à cheval, balades en quad, tout ce que vous voulez. On a tout. Donc pour vous, en fait, Ravine Chaude devrait devenir finalement la base avancée d'un projet plus large. Beaucoup plus large que de simplement se dire on a une piscine. Voilà. Après, il y a le deuxième volet qui est la production d'eau minérale. Alors là-dessus, si vous avez des informations, banmoyen.nord. On attend. Ça fait des Ça années qu'on en a été parle. annoncé. Ça a été annoncé, mise en bouteille, etc. Voilà. Si vous avez des informations, vous m'en donnez. Si les Lamentinois ont des informations, je suis preneur également. Il n'y a pas de communication là-dessus. Il n'y a pas de communication. Depuis que ça a été annoncé, il n'y a plus rien. Quand on voit la situation de SMGAG, ce matin, je lisais encore un article. J'oublie le nom d'un expert qui est au sein d'une association d'usagers de banques, etc., qui disait il a estimé qu'il fallait 2 milliards pour pouvoir remettre le réseau à hauteur, j'ai envie de dire, de ce qui devrait être. Quand on entend des sommes pareilles, j'ai envie de dire, soyons prudents avant de rétrocéder, pas rétrocéder, DSP, pas DSP. Prenons le temps de faire. Moi, j'ai envie de dire, si on a un opérateur qui est fiable, là, c'est la maison familiale, on arrive. Ok. Chez mes parents. Il faut trouver un opérateur fiable. Ouais. Il faut trouver un opérateur fiable et que surtout que la population, il ne faut pas oublier ça. C'est la population qui doit être satisfaite. C'est pas le maire qui est content d'avoir trouvé quelqu'un pour faire. Il ne faut jamais oublier la boussole en politique. C'est la satisfaction de l'usager. C'est quelque chose. Que parfois on oublie. C'est pas qu'on l'oublie pour certains. Je pense que certains ne l'ont jamais réellement compris, à part au moment de l'élection. Et puis une fois assis, bon, ils se disent c'est bon, quoi.
Alors, bah, mais qu'est-ce qui pas en garantit moins. finalement que vous ne ferez pas pareil? C'est un engagement moral que j'ai pris. Je suis très, comment dirais-je, je suis croyant et je me dis que si je suis arrivé jusque-là, c'est pas pour rien. Et que j'ai toujours tenu parole envers les habitants, les usagers de la ville où j'étais élu. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je me suis engagé sur pas mal de choses auprès de la population et j'ai tenu parole. Et je pense qu'il n'y a pas mieux en politique que quand vous passez quelque part, que les gens sont satisfaits, même vos adversaires, plutôt que de Est-ce que c'est toujours... pas ça une des victoires finalement? Mais c'est la victoire en politique. Une satisfaction globale. Oui, vous devez être satisfait de ce que vous avez fait. Et non pas de ce que vous avez fait pour Mounao, mais dans la globalité. Mais se sacrifier et après il faut transmettre. Faut pas s'accrocher comme ça. On n'est pas toujours, on sera pas toujours dans le coup. Il faut l'accepter. On n'est pas toujours dans le coup, on ne le sera pas toujours. C'est comme ça, c'est la vie. On ne peut pas être et avoir été. Non, ça c'est impossible. Et celles et ceux qui malheureusement tombent là-dedans, eh ben, on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne et pour eux, ça n'a pas forcément une conséquence, mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que ça a des conséquences peut-être pendant des générations. Quand on voit le cas de Pointe-à-Pitre, voilà, je tire un grand chapeau à celles et ceux qui appuient Pointe-à-Pitre et essaient de redresser Pointe-à-Pitre. Mais eux-mêmes doivent se dire... Lionel est revenu de très loin. Oui, mais il est pas encore sorti de l'auberge. Et je pense que c'est quelqu'un que je connais pas personnellement, mais bon, voilà, je vois le combat et j'apprécie. Et je pense que même lui, à un moment, il doit même se dire, bon, ben, ok, je ne verrai pas la fin, mais je transmets. Parce qu'il va falloir à un moment donné redonner un souffle encore pour que Pointe-à-Pitre reparte. C'est comme ça. Moi, j'en suis conscient. Moi, le Lamentin, je veux être maire du Lamentin pour exercer, pour avancer, faire des projets. Mais le jeune qui a 20 ans aujourd'hui, dans 2 mandats, il a 32 ans, je pense que c'est à celui-là, après, de prendre la relève. Ce ne sera pas à moi, j'aurai gagné 60 ans. Non, on va les arraser en main. Non, non. Il y a un temps pour chaque chose. Ben oui, c'est bon. Bon, ben on est samedi, jour de débroussailleuse. C'est ça, donc attention, oui. Nous avons On est arrivé à Les Bonnes, la maison familiale, là où, voilà, où j'ai grandi à partir de 9 ans jusqu'à ce que je parte. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu la maison. Et la famille. Et la famille surtout. Voilà, mon père. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Eh bien, moi, c'est Mougounia Zadig Guy. Oui, Donc, le papa. oui, le père du candidat. Alors, comment vous décrivez votre fils? Ah. Eh bien, Allez, même s'il est là. Non, 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 c'est un gars qui était toujours motivé. Parce que concernant, bon, je parle de la politique, hein. Bon, depuis même quand il était adolescent, ici, il parlait toujours de machin de la politique. Mais vous n'êtes pas une famille qui a l'habitude de faire de la politique. Ah non, 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 le premier. Ça vous a surpris? Enfin, pour ici, oui. Ouais, ici, oui. Moi, je savais qu'il était dans le domaine là-bas. Mais ici, surtout, se lancer comme ça directement, il était un peu surpris. Quand il a mis une tête en avant, donc il est parti, c'est pour ça. Il était difficile à dévier. D'accord. Oui. Dès qu'il a pris une décision, il s'y tient. Il était tête en avant, comme on dit. Oui, voilà, c'est ça. Pour ça, il était toujours comme ça. Où est-ce qu'il a pris ça? Et je constate que c'est jusqu'à ce jour. Et où est-ce qu'il a pris ça? Ah, il y a beaucoup de choses en lui, je crois que c'est de lui-même, hein, parce que... oui, il y a beaucoup de choses. Je regarde, bon, moi, ce n'est pas de mon côté. C'est pas de ton côté? Non, parce que je vois de la manière il est vraiment... Moi, non. Moi, je fais quelque chose et puis après, je fais pas déposer sa vie tout aussi. Mon choix était simple. Parmi la multitude de candidats, c'est le seul qui n'a jamais fait partie du conseil municipal, d'un conseil municipal du Lamentin.
Et quand on a regardé le programme, même si on y a participé aussi, qu'on a fait le programme, tout de suite j'ai vu en lui un leader et quelqu'un qui pouvait mener à bien la commune. Il est grand temps de changer. Parce qu'on dirait que la commune a mis son frein à main et rien ne progresse sur la matin. Et on dirait même que les impôts progressent et la commune régresse. Moi, je pense que le cadre de vie, c'est une priorité pour le Lamentin. Parce que lorsqu'on regarde, vous passez de quartier en quartier, les gens se plaignent de l'environnement, se plaignent du transport, se plaignent de beaucoup de choses, quoi. Et les gens parlent mieux. Actuellement, les gens s'expriment beaucoup plus qu'avant. Et on dirait qu'il y a un ras-le-bol, quoi. Il est temps qu'on fasse quelque chose. Entre les promesses, deux mandatures en promesses qui n'aboutissent à rien, il est temps de changer ça, quoi. On prenne nos responsabilités. Vous n'avez pas peur que lui aussi vous fasse des promesses? Je vais pas tomber dans son panneau puisqu'on sera derrière lui pour ça. Il a toujours dit qu'il fait pas de promesses. On a un programme, on va s'y atteler et on y arrivera. Toujours au charbon? Toujours. Je supervise un peu le boitage qui est en cours. On distribue le programme depuis 2 jours là. Je suis un petit peu sur tout le territoire de la commune, donc je regarde un petit peu ce que les équipes ont, l'avancement. Voilà. Faites des points réguliers? Ah ben, tous les jours, on est obligé tous les jours hein, depuis qu'on s'est installé. Donc on avance carottier par carottier. J'ai envie de dire pas à pas. Et c'est ce qu'on s'est toujours dit. On pose une pierre avec cette élection et voilà, on a cet espoir que les Lamentinois aient vraiment conscience et que ça réveille aussi surtout les consciences, de se dire qu'on peut changer les choses dans la commune. Pas forcément rester dans le même renouvellement qui n'est pas vraiment un renouvellement. Donc voilà, on veut vraiment incarner une nouvelle voie, voilà, une nouvelle issue, une nouvelle vision de la politique, même dans la globalité, au-delà du projet. Voilà. Votre message à la population lamentinoise? Eh bien, je dis aux Lamentinoises et aux Lamentinois, ne restez pas chez vous. Le 15, tous les déçus de la politique de ces 10, 15, 20 dernières années, rejoignez-nous. Faites-nous confiance. Vous souhaitez souvent que les jeunes s'investissent, eh bien, on est là. Vous souhaitez souvent que la jeunesse prenne part, eh bien, nous sommes là. Sur ma liste, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai beaucoup de jeunes de moins de 30 ans. Ils sont là, ils ont pris leurs responsabilités. Eh bien, donnez-leur la possibilité de pouvoir s'exprimer. Et ils vont vous prouver justement qu'ils sont, je pense, le contraire de l'image que l'on donne de la jeunesse lamentinoise et guadeloupéenne d'une manière générale. Et ils vont s'atteler à mettre en œuvre ce programme qu'on a écrit. Et vous verrez le résultat. Vous ne serez pas déçus en fait de ces jeunes. Ça, je peux vous le garantir. Et moi, je me vois plutôt comme étant le garant de la bonne conduite, si je puis dire, du programme, de l'éthique qu'on va mettre aussi en place, et de faire en sorte que cette vision que l'on a pour cette commune, en fait, eh bien, que ça se traduise dans leur quotidien. Voilà, le bien-être au quotidien au Lamentin, il faut que ça ne soit pas qu'un slogan, il faut que ça soit une réalité. Et ça, vraiment, je vais m'y atteler.